Direct Gestion, suite du débat. Mes invités ce matin, Bertrand Lamiel de B Capital et Vincent Genzi de Cholet-Dupont. Messieurs, on a évoqué effectivement les banques centrales qui quand même font le marché depuis le début de l'année. On est arrivé à leur petite phrase. C'est quand même assez bien annoncé désormais. Que faire dans ces conditions au niveau boursier, fin d'année? Est-ce qu'on commence déjà à réduire la voilure, à toiletter le bilan? On sait que l'année a été bonne. Ou est-ce qu'on continue à rester pleinement investi en cette fin d'année, Bertrand Lamiel? Non, nous on est pleinement investi, on doit être investi aux alentours de 90% sur les mandats qui permettent d'aller jusqu'à 100%, donc on a toujours un peu une petite marge de manœuvre. Il faut faire du tri dans les valeurs, donc là on a eu la saison des publications qui était quand même relativement solide. Mais on s'aperçoit que voilà, la disparité d'un secteur à l'autre et à l'intérieur des secteurs est en train de s'agrandir encore. Donc si on prend par exemple, je pense que le secteur automobile, c'est l'endroit où il y a les plus grandes disparités. J'enlève Volkswagen parce que ce serait un peu facile, mais voilà, BMW, on doit être à quelque chose comme moins 15, moins 20% depuis le début de l'année, alors que Peugeot, on est à 40-50% depuis le début de l'année. Donc voilà, il faut savoir faire son tri, résister à la tentation d'aller chercher des dossiers qui n'auraient pas performé. En fait, il faut vraiment se concentrer sur les dernières publications. Et donc nous, donc on a à la fois des dossiers qui sont en tendance, qui sont bien investis, enfin qui sont bien partis, mais ça, il n'y en a pas beaucoup dans le marché. Il y a seulement à peu près 18% de la cote sur l'Eurostoxx 600 qui est en tendance haussière, donc c'est-à-dire avec des moyennes mobiles long terme. Ouais, on a quand même des plus historiques qui se font régulièrement sur quelques sociétés. Si je vous entends bien, ça veut dire que on parle souvent de rotation sectorielle, voilà, on saute de secteur en secteur. Là, à l'intérieur d'un même secteur, il peut y avoir des disparités, il faut choisir, il faut y avoir du stock picking à l'intérieur d'un secteur. Oui, à l'intérieur des secteurs et dans un secteur qui n'est pas forcément très bien orienté, il peut y avoir quand même des choses très intéressantes à aller chercher. Il y a quand même deux secteurs desquels on reste à l'écart, c'est tout ce qui est donc pétrole, matières premières, basic resources, enfin tout ça. Franchement, là-dedans, c'est très dur d'aller trouver des choses, des titres qui donnent un peu de perspective. Dans les résultats, forcément, vu la conjoncture avec des prix des matières premières de manière générale au-delà du pétrole qui sont très bas, voilà, l'or va probablement coter à 3 chiffres sur l'année 2016. On va probablement passer en dessous des 1000 dollars l'once. Donc au niveau des minières, il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Donc mis à part ces deux secteurs-là, qu'on continue à regarder parce qu'on se dit que forcément à un moment donné, si on veut faire x2 ou x3, c'est forcément des valeurs issues de ce secteur qu'il faudra aller rechercher. La bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est qu'elles n'ont pas de perspective, mais globalement, on en a détecté pas mal qui étaient revenus sur des niveaux de valorisation extrêmement faibles. Donc voilà, mais ça pour l'instant c'est encore un peu trop tôt. On va se concentrer plutôt sur les dossiers européens qui vont profiter de la conjoncture européenne ou qui peuvent profiter d'un euro-dollar relativement faible pour aller faire de l'exportation. Alors, on va voir dans un instant juste une question à Vincent Genzi sur justement produits de base pétrole. Consensus, là, pour l'instant, on n'y retourne pas? Non, on a un minimum de positions sur ces secteurs. Matières premières zéro et pétrole un tout petit peu parce qu'on ne peut pas être totalement absent parce que les tendances. C'est aussi un hedge contre des tensions très fortes au Moyen-Orient. Bon, donc on ne peut pas être totalement absent. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur des secteurs qui sont mal orientés, il faut vraiment faire un très gros travail de stock picking. Il y a par exemple une valeur dans le secteur pétrolier qui a très bien performé cette année, c'est Ruby, donc, qui n'est pas tellement impacté par les fluctuations sur le pétrole. Donc là, il faut le secteur industriel qui est également plus attaqué parce que c'est très lié aux exportations vers les pays émergents. C'est un secteur qui a plutôt sous-performé cette année. Il y a quand même un compartiment dans le secteur industriel qui est bien orienté, c'est tout ce qui était aéronautique. Ouais. Donc vous voyez, c'est comme ça que nous raisonnons. Et les secteurs sur lesquels on est très prudent ou réservé, il faut vraiment faire un gros stock picking. Utilities très mal orienté, Veolia environnement, c'est le contre-exemple. Après, il y a tous les secteurs qui sont dans la tendance et on reste plutôt majoritairement sur ces secteurs-là, donc les secteurs liés à la consommation, des secteurs liés, certains secteurs financiers, la consommation discrétionnaire, la distribution, les médias, tout cela ont très bien performé et on reste sur ces leaders-là qui sont très souvent déjà au plus haut, c'est bien valorisé, mais qui offrent régulièrement des opportunités lors des replis de marché pour compléter nos lignes. Voilà. On aime bien le secteur de la techno, alors qu'il est un petit secteur en Europe par rapport aux États-Unis, mais il y a quand même quelques belles recoveries dans le secteur. Nous, on a bien joué Alcatel, et puis dans les grandes classiques, vous avez un Ingenico qui continue à très bien performer, ou un Capgemini aussi. Voilà, donc consommation, techno, les financières comme de l'assurance ou un peu d'immobilier.
d'autres il faudra se méfier l'année prochaine. Alors on va voir pour ça. Avec les taux, et puis d'autres secteurs sur lesquels on est négatif ou neutre, et là il faut faire un très gros stock picking. Dans le secteur justement informatique, vous êtes intéressé au SS2I. Vous vous intéressez en ce moment, Capgemini. On a eu une grosse opération d'ailleurs, un GFI informatique racheté par des Qataris, Mannheim Corporation. On a appris ça ce week-end pour 580 millions d'euros. Là, on voit qu'il y a une belle dynamique justement sur ce secteur. Globalement, on voit bien que derrière ça, c'est la numérisation qui est en jeu, puisque Capgemini ou autres continuent à installer des logiciels des ERP type SAP et autres, mais globalement, on voit bien que toute la logique du cloud ou de la numérisation est en train de passer dans tous les compartiments. Donc oui, on aime bien ce secteur-là, et donc dans les dossiers qu'on a, on est sur Dassault Systèmes, on est sur Atos, pareil, c'est une histoire de recovery. On est sur Altran aussi, une belle histoire de retour là. Donc il y a un capital market day qui s'est tenu. Il y a des belles ambitions chez Altran, donc une société qui a 1,9 milliard de chiffre d'affaires cette année, qui ambitionne 3 milliards en 2020. Et qui aujourd'hui, avec des marges de 9,4, ambitionne de revenir sur des marges de 13%. Donc grosse croissance de chiffre d'affaires, gros travail sur les marges d'EBIT. Donc ce qui fait que c'est un dossier qu'on continue à privilégier dans nos portefeuilles, à côté de pas mal d'autres, parce que globalement, c'est quand même un des seuls secteurs où on peut voir des croissances de chiffre d'affaires assez fortes. C'est porté également par la reprise timide en Europe? Oui, c'est porté par là. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a quand même eu un retard relativement fort dans les investissements au pire de la crise, et qu'une partie des investissements sur lesquels on peut avoir un retour relativement rapide et relativement tangible, c'est quand même d'aller automatiser, numériser les entreprises. Et donc, ces sociétés sur des niveaux, interviennent à des niveaux relativement variés, mais globalement vont aider les entreprises à regagner des points de marge en automatisant ou en numérisant leurs process. Oui, c'est vrai, la digitalisation est au cœur de tous les systèmes, notamment bancaires. On sait qu'il y a des gros programmes et ce sont des très gros clients pour ces entreprises, la SS2I. Les banques qui sont aussi dans une espèce de révolution. Hein. Là aussi, on voit évidemment le modèle bancaire qui est en transformation, des agences qui se ferment. Qu'est-ce que vous anticipez justement pour les banques traditionnelles, Vincent Genzi? C'est un réflexe de défense. Donc les banques aujourd'hui commencent à être dans de nouvelles difficultés. Après la crise 2008-2009 et la crise européenne 2010-2011, ce qui menace les banques, c'est l'assaut des régulateurs. Donc les besoins en fonds propres qui ne cessent d'augmenter, les normes comptables qui vont encore se durcir. Donc les activités les plus rémunératrices des banques, qui étaient les activités de marché, ce sur quoi on les a condamnées suite à la grande crise financière, elles vont avoir de plus en plus de mal à gagner beaucoup d'argent sur ces compartiments. Et même dans leur activité de crédit, elles vont avoir des obligations de provisionnement beaucoup plus draconiennes. Donc les banques sont obligées de baisser les coûts. Alors bien sûr, elles nous disent que c'est pour se protéger face aux assauts des banques en ligne, mais je doute qu'elles arrivent à vraiment prendre le leadership sur ce secteur. Généralement, les leaderships, c'est toujours des nouveaux entrants. Donc la diminution du réseau bancaire, c'est surtout un moyen de faire baisser les coûts, alors qu'on a une régulation qui va être de plus en plus contraignante pour les banques. Donc c'est un secteur sur lequel on est un peu réservé. Peut-être que l'année prochaine, une fois qu'on aura digéré quelques hausses des taux et qu'on voudra jouer peut-être une réaccélération de la croissance en Europe, peut-être que le secteur performera mieux, mais pour l'instant, je trouve qu'il est quand même un peu en mauvaise posture. Vous voulez ajouter un mot, Bertrand, sur Non, ce c'est un bancaire secteur typiquement comme beaucoup, qui comporte pas mal de valeurs qui sont en consolidation, donc qui sont revenus, mais globalement qui peinent à franchir certaines résistances. Donc on surveille, on est un petit peu pondéré sur le secteur, mais pas trop. On se souvient notamment que vous aviez joué les banques italiennes, Banco Popolare, donc de zone périphérique. Oui. C'est quelque chose que vous avez sur lequel vous êtes sorti. Non, vous avez pris vos bénéfices. on a pris nos bénéfices là-dessus parce que en fait les banques italiennes, on est globalement sur à peu près
fait 40% de performance depuis le début de l'année, là où l'indice bancaire doit être à 10 ou à 12, donc doit être à peu près dans les rangs du CAC ou de l'Eurostoxx. Grosse surperformance des banques italiennes. À la publication des résultats, oui, on a vu que forcément c'était difficile sur le PNB parce que bon, il n'y a pas quand même beaucoup de croissance. Enfin, on n'en atteint pas beaucoup, mais voilà. Et puis, on a pris nos bénéfices parce que ce qu'on attendait sur le secteur, c'était de la consolidation. Donc, les Popolari nous confirment qu'effectivement, ils sont en discussion. Bon, pour l'instant, on voit rien arriver. Et puis, la mise en place d'une back bank dans laquelle ils pourraient mettre tous les crédits un peu douteux. Pour l'instant, on ne la voit pas non plus arriver. Donc, il y a toujours ce même discours de Renzi, mais pour l'instant, voilà, 40%, c'est pas mal. Ça nous a permis d'aller réinvestir ailleurs. Sur un autre pan de l'actualité qui vraiment anime les marchés, c'est ces méga fusions. Alors, bon, il y en a une, ça va être le deal peut-être de l'année, 150 milliards entre Allergan et Pfizer. On y reviendra. Je voulais parler de quelque chose qui nous concerne davantage, c'est la fameuse valeur bon père de famille par excellence, Air Liquide, qui a surpris tout le monde. Voilà, qui rachète Airgaz, qui redeviendrait donc numéro 1 et qui a été pénalisé en bourse, en tout cas, à cette annonce. Oui, Air Liquide, c'est la grosse surprise parce que franchement, dans les prédateurs, c'est pas eux qu'on attendait. Je pense aussi que c'est ça qui a fait chuter la valeur de 8% en séance. La dernière acquisition qu'ils avaient fait, c'était Big Free en 1986 avec une augmentation de capital de 3 milliards de francs. Donc là, forcément, quand ils se présentent avec une acquisition de 13 milliards d'euros, je pense que ça a fait un choc. Nous, on en a profité pour se renforcer parce qu'on pense que voilà, c'est une belle valeur. Ils ont toute la capacité à lever les fonds. Je pense qu'ils seront suivis par leurs fidèles actionnaires de ce point de vue-là. En termes de dette, la dernière fois qu'ils avaient levé de la dette, c'était à 0,875 sur du 10 ans. Donc franchement, pour aller trouver de l'argent, ils trouveront les guichets ouverts. Et sur la capacité à intégrer, c'est une structure, c'est une société qui a toujours été bien gérée, qui est relativement forte, donc qui devrait avoir logiquement la capacité à envoyer je ne sais pas combien d'hommes et de femmes pour réaliser l'intégration. L'avantage, c'est que voilà, on va retrouver plus de chiffre d'affaires aux États-Unis, forcément, parce que Airgaz est très américain, ce qui est pas mal dans le contexte qu'on évoquait précédemment. Donc non, nous, plutôt un crédit de bonne confiance sur la logique Air Liquide. On a profité des cours, du repli des cours pour se repositionner. Avant l'opération, Air Liquide était au plus haut. Donc c'est un peu l'exemple de ce qu'on disait tout à l'heure, que ces belles valeurs de croissance à bonne visibilité offrent régulièrement des opportunités pour se renforcer. Donc on se renforce sur le dossier. Vous avez mentionné tout à l'heure une autre fusion, Nokia-Alcatel, qui a défrayé la chronique. Vous restez positionné sur le dossier Alcatel ou Nokia-Alcatel aujourd'hui ? Oui, encore un petit peu. J'avais pris une partie de mes bénéfices lorsque la fusion avait été annoncée et Alcatel avait coté 4,50. Donc j'avais vendu un tiers de la position à ce moment-là. J'ai gardé le reste. Aujourd'hui, je conserve ces positions. L'acheter, c'est peut-être un peu plus spéculatif. Et j'ai déjà en tête un autre candidat après qui a l'air de commencer à se retourner aussi pour jouer toujours les nouveaux besoins d'équipement dans les réseaux. Et on sait que la demande de bandes passantes va aller encore en s'accroissant régulièrement. Et donc, je pense que quand je continuerai à alléger Alcatel, je m'intéresserai à Ericsson, qui est une belle grande valeur aussi d'équipement de réseau, qui a pas mal rebaissé et qui commence à donner des signaux encourageants. Donc Ericsson après Nokia Alcatel, voilà, c'était important d'en parler puisque c'est des titres qui font quand même partie sûrement de beaucoup de portefeuilles des téléspectateurs qui nous regardent. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Bertrand Lamiel, directeur de la gestion sous mandat chez B Capital, et Vincent Genzi, stratégiste et gérant chez Cholet Dupont. Cette édition du débat de Direct Gestion est terminée. On en refera un dès demain à 9h30. Pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Lucie Morlot. On va se reconnecter au marché dans Direct Investisseur. Bonne journée.